Voilà, bonjour chers étudiants. Dans cette partie, nous allons traiter le chapitre 2 qui concerne les variables aléatoires définies sur un espace fini ou infini dénombrable. C'est ce qu'on appellera par la suite les variables aléatoires discrètes finies indénombrables. Normalement, la grande différence entre le chapitre 1 et le chapitre 2, c'est que dans le chapitre 2, au lieu de s'intéresser aux résultats de l'expérience aléatoire, on va s'intéresser aux valeurs qui sont prises par une certaine variable affectée à chaque résultat de l'expérience. Normalement, une fois qu'on a tout simplement les valeurs numériques et les probabilités associées, on peut dire qu'on a une loi de probabilité associée à une telle variable aléatoire. Les variables aléatoires et sa loi, ou bien variable aléatoire et sa loi. D'une manière générale, une variable aléatoire, c'est une application de oméga. Oméga, c'est l'univers, ou bien c'est l'ensemble de tous les résultats possibles à valeur dans un certain ensemble f. Par la suite, on va tout simplement simplifier les choses et au lieu de travailler dans f d'une manière générale, on va prendre grand F égale grand R qui est l'ensemble des réels. Et on dira par la suite qu'on a une variable aléatoire à valeur réelle ou bien une valeur aléatoire réelle. C'est une application qui à chaque oméga, petit oméga, c'est-à-dire c'est un résultat de l'expérience pour lequel on va associer une certaine valeur numérique notée grand X de petit oméga. Voilà, vous avez quelques exemples ici, très simples. Le premier exemple, ça consiste à lancer donc 100 fois une pièce de monnaie et de regarder le nombre de piles obtenues. Donc on peut avoir 0 pile à travers les 100 lancés, peut avoir une seule fois pile, 2 piles, etc. au maximum 100 piles. Donc là vous voyez que f contient seulement des valeurs réelles discrètes. Donc on dira par la suite qu'on a x, une variable aléatoire discrète finie. Supposons que maintenant nous avons un autre exemple, mais ça c'est le cas continu, c'est-à-dire on va essayer de lancer une fléchette sur un disque de rayon 15 cm par exemple. Et on va calculer la distance entre la pointe de la fléchette qui tombe sur le disque par rapport au centre du disque. Donc c'est tout simplement, vous avez une mesure qui est continue, qui va se trouver dans le segment 0,15. Donc à ce moment-là, on peut parler d'une variable aléatoire continue. Prenons un autre exemple concernant, par exemple, un actif boursier, c'est-à-dire des actions boursières, et que on peut voir tout simplement le prix maximum. Donc le prix maximum d'un tel produit peut être 0, 1, 2 jusqu'à l'infini, c'est-à-dire on peut avoir une valeur dans R+. Donc voilà quelques exemples concernant des variables aléatoires réelles. L'intérêt est le suivant, c'est-à-dire l'espace f, au lieu de le noter f, on va le noter x de oméga, c'est-à-dire l'image de oméga par la variable aléatoire grand X. Cet espace sera connu et très simple, et ça nous permettra par la suite de faire des calculs. Plutôt que étudier l'espace de probabilité, parce que dans la partie 1, chapitre 1, nous avons déjà parlé de l'espace de l'ensemble, ou bien le triplet oméga AP, c'est ce qu'on appelle l'espace probabilisé. Pourquoi? Parce que le oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience. Le A majuscule, c'est la tribu associée, et P, c'est la probabilité définie sur cet ensemble. Ça, c'est un ensemble probabilisé. Et au lieu d'étudier, donc c'est-à-dire de faire l'étude sur cet ensemble, on va étudier les valeurs
à travers une certaine variable aléatoire grand X définie sur oméga. D'une manière générale, si je considère grand B une partie de grand F, alors l'image réciproque de B, c'est ce qu'on note par x moins 1 de B, parce que là c'est l'image réciproque et ce n'est pas l'inverse. Normalement, on n'est pas obligé d'avoir x une fonction bijective, mais on peut toujours parler de l'image réciproque. Donc l'image réciproque x moins 1 de B appartient à la tribu de oméga. À partir de là, on peut poser que la probabilité indice x de B, parce que le B, c'est une partie de f. Donc P indice x, c'est une probabilité qui est définie sur f et non pas sur oméga. C'est exactement égal à la probabilité de l'image réciproque de B. Quand je prends l'image réciproque de B, donc je me retrouve dans l'ensemble de départ, donc c'est une partie de la tribu de oméga. Et ça, c'est exactement la probabilité de l'ensemble des résultats de l'expérience tels que x de oméga se trouve ou bien appartiennent à B. Voilà comment on peut définir la probabilité de B en utilisant tout simplement l'image réciproque de la variable aléatoire. Donc une fois qu'on a ça, on peut dire que P indice x, c'est une probabilité sur f qu'on peut appeler la loi de probabilité de x ou bien tout simplement la loi de grand X. La loi de probabilité de x est beaucoup plus facile à caractériser que P, car dans la majorité des cas, grand F est un ensemble connu dans la pratique. Donc voilà tout simplement la notation qu'on peut utiliser par la suite, c'est-à-dire la probabilité de l'ensemble des résultats petit oméga, tels que l'image de ces résultats se trouve dans B, c'est exactement la probabilité que x appartienne à B. Donc x appartient à B, c'est tout simplement une notation ensembliste. Maintenant, vous avez un exemple très simple. On va supposer qu'on va lancer 2 dés cubiques et que les 2 dés sont parfaits, c'est-à-dire équilibrés. Quand je lance les 2 dés, c'est une expérience aléatoire qui va me donner un certain ensemble ou un certain nombre de résultats. Donc l'ensemble des résultats possibles, je vais le noter oméga, et ce n'est rien d'autre que l'ensemble des couples de la forme IJ, avec I qui peut prendre des valeurs 1 à 6 et J peut prendre les valeurs de 1 à 6. Donc ça, c'est tout simplement, c'est un ensemble qu'on peut écrire de la forme suivante, c'est-à-dire on peut donner les valeurs ou les résultats qui sont dedans. Pour être clair, c'est un ensemble qui contient les résultats de la forme 1, 2, le couple 1, 1, 1, pardon, je répète, le couple 1, 1, le couple 1, 2, le couple 1, 3, le couple 1, 4, etc., le couple 1, 6. Puis le couple de 1, le couple de 2, etc., de 6, et ainsi de suite jusqu'au dernier, le couple 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. Et si vous comptez le nombre de couples qui sont à l'intérieur de oméga, vous allez avoir 36 couples. Pourquoi? Parce que je lance 2 dés, donc le premier dé, il va me donner 6 résultats, et le deuxième dé va me donner 2 résultats. 6 résultats, donc 6 fois 6, ça fait 36 résultats. Maintenant, puisque chaque dé est parfait, alors la probabilité d'avoir un seul résultat, c'est ce qu'on appelle un événement simple, c'est 1
sur 36. Maintenant, au lieu de travailler avec les résultats qu'on a obtenus, on peut définir une variable aléatoire grand X que je définis comme suit. Donc ma variable aléatoire X, ça va être la somme des résultats des 2D. Donc normalement, si je prends le couple 1-1, donc sa valeur par la variable aléatoire X, ça va être 1 plus 1. Si je prends le couple 1-2, sa valeur, ça va être 1 plus 2, 3, et ainsi de suite. Et si je prends le couple 6-6, sa valeur, ça va être 12, qui est la valeur maximale. Donc tout simplement, l'image de oméga par x, c'est 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 12. Maintenant, essayons de voir la loi de probabilité de x, c'est-à-dire P indice x. D'un certain événement quelconque B, c'est le nombre de couples IJ de telle sorte que leur somme I plus J appartienne à B, divisé par le cardinal de oméga qui est 36. Maintenant, pour être explicite et pour simplifier les choses, et pour vous montrer comment on peut calculer les probabilités des événements, supposons que le B, c'est le singleton 2. Alors, quelle est la probabilité d'avoir 2? C'est tout simplement, c'est la probabilité que ma variable aléatoire x est égale à 2. C'est-à-dire, c'est la probabilité que la somme des résultats obtenus par l'expérience aléatoire est égale à 2. Donc, si vous regardez, dans l'ensemble de tous les résultats possibles de l'expérience, il y a un seul événement qui va nous donner une somme est égale à 2, c'est le couple 1-1. Donc, c'est-à-dire, j'obtiens tout simplement une chance sur 36. C'est la même chose si vous prenez le singleton 12. Il y a un seul résultat de l'expérience qui me donne 12, c'est le couple 6-6, parce que 6 plus 6, ça me fait 12. Donc, ça fait toujours une chance sur 36. Prenons maintenant le singleton 3. Pour le singleton 3, donc là, si je cherche dans l'ensemble de départ, qui est l'ensemble des résultats de l'expérience, quels sont les résultats de l'expérience qui vont me donner un 3, ça va être tout simplement, donc ça va être tout simplement 1, 2 et 2, 1. Donc c'est-à-dire j'ai 2 chances sur 36, la même chose pour 11. Il y a seulement les couples 5, 6 et 6, 5 qui vont me donner une somme égale à 11. Si je prends le singleton 4, c'est-à-dire quels sont les résultats de l'expérience de la somme est égale à 4, c'est le couple 1, 3, le couple 2, 2 et le couple 4 et le couple 3, 1. Si vous prenez le 10, il y a aussi 3 couples qui sont 4, 6, 6, 4 et 5, 5. Donc ça me fait toujours 3 chances sur 36 et ainsi de suite. Et si vous prenez le dernier, c'est-à-dire quelle est la probabilité que la somme est égale à 7, j'ai 6 résultats, 136. Voilà, donc maintenant, si vous regardez clairement, j'ai calculé la probabilité de 2, la probabilité de 3, la probabilité de 4, la probabilité de 5, de 6, de 7, de 8, 9, 10, 11 et 12. Donc une fois que j'ai terminé le calcul de ces probabilités, je peux dire que je viens de définir la loi de probabilité de cette variable aléatoire grand X. Si jamais je change ma variable aléatoire x, je vais changer ses probabilités. Voilà, donc c'est-à-dire les probabilités sont toujours associées à la variable aléatoire x. Donc maintenant,
si oméga est fini ou dénombrable, grand F, comme je viens de le dire, c'est tout simplement l'image de oméga par grand X que je peux noter simplement par x1, x2, xi, etc. Donc c'est un ensemble. Si je m'arrête à un certain nombre de valeurs, on peut dire finies, si les valeurs continuent, donc c'est-à-dire il est infini, dénombrable, on dit tout simplement un ensemble dénombrable. Dans le cas d'une variable aléatoire, finie ou infinie dénombrable, la loi de probabilité, que j'ai noté tout simplement tout à l'heure dans la diapositive précédente par P de grand X, sera caractérisée par les couples de la forme petit xi, pi. Donc c'est-à-dire xi, c'est la valeur prise par la variable grand X, et pi, c'est la probabilité associée à cette valeur. Donc là, on note tout simplement, on peut noter que pi, c'est la probabilité que x prend la valeur petit x. Bien sûr, sigma des pi, la somme des probabilités totales, doit être égale à 1. Donc là, pour simplifier les choses, on peut dire que pi, c'est tout simplement la somme des probabilités des valeurs pour lesquelles la variable aléatoire prend la valeur xi. Donc là, il suffit tout simplement de se référer à l'exemple précédent. Dans le cas de lancer des 2 dés, donc j'ai dit tout à l'heure, si je lance les 2 dés équiprobables ou bien qui sont 2 dés parfaits, alors à ce moment-là, si je prends la valeur 3, et comme x est la somme des résultats obtenus, donc à ce moment-là, il suffit d'avoir la probabilité x égale à 3, ça veut dire que la somme est égale à 3. Et la somme est égale à 3, ça va être tout simplement le couple 1, 2, 2, 1. Donc c'est-à-dire c'est la probabilité d'avoir 1, 2, plus la probabilité d'avoir 2, 1. Ce qui est schématisé par la formule générale sigma p indice oméga. Maintenant, pour les variables aléatoires discrètes, voilà un autre exemple concernant tout simplement, ou c'est ce qu'on appelle les variables discrètes usuelles. Donc là, je vais vous parler, donc on peut ajouter entre parenthèses, donc dans ce cas-là, je vais vous parler de la loi de Bernoulli et la loi binomiale. Et pour simplifier les choses, on prend une pièce de monnaie qu'on va lancer n fois. Donc si je lance n fois, je sais très bien que lorsque je lance une pièce de monnaie une fois, ça va me donner pile ou face. Si je la lance 2 fois, ça me donne pile ou face multiplié par pile ou face et ainsi de suite. Mais là, pour simplifier, au lieu d'écrire pile ou face, on peut écrire 0 et 1. Donc si vous regardez juste en bas, le 1, ça va être pile, et le 0, ça va être face. Alors, les probabilités sont les suivantes. La probabilité d'avoir pile, c'est la même chose que la probabilité d'égal 1, c'est-à-dire si petit p. La probabilité d'avoir face, c'est la probabilité d'avoir 0, c'est 1 moins p. Parce que là, on a tout simplement 2 résultats de l'expérience, donc les événements sont complémentaires, le 0 et le 1, et vous avez la probabilité petit p pour 1, donc c'est-à-dire le reste, c'est 1 moins p qui est la probabilité de 0. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la loi de Bernoulli? Donc maintenant, la loi de Bernoulli, c'est tout simplement, on fait une expérience une seule fois, et on peut avoir tout simplement, donc on définit une variable aléatoire qui va prendre 2 valeurs. C'est ce qu'on appelle une variable dichotomique. Donc, la variable aléatoire considérée x prend la valeur 1, c'est ce qu'on appellera souvent le succès, et va prendre la valeur 0, c'est ce qu'on appellera l'échec.
Donc le succès, ça va être réalisé avec la probabilité petit p, et l'échec va être réalisé par la probabilité a moins p. Donc ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle la loi de Bernoulli. Donc c'est une sorte d'expérience qui est répétée une seule fois avec deux résultats possibles, le succès et l'échec. Par contre, maintenant, au lieu de lancer ou de répéter l'expérience une seule fois, on préfère parfois répéter l'expérience n fois. Donc si je répète l'expérience n fois, c'est-à-dire la première fois, je vais avoir soit succès, soit échec. Deuxième lancé ou deuxième expérience, ça va me donner soit succès, soit échec, etc. jusqu'à la énième répétition. Ce qui m'intéresse quand je vais étudier la loi binomiale, c'est le nombre de succès que je vais avoir lorsque je répète l'expérience n fois. Donc maintenant, pour être plus simple, on va prendre toujours la pièce de monnaie, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la diapo précédente, que le succès c'est d'avoir pile, c'est-à-dire c'est d'avoir C1, pile. Maintenant, je lance la pièce petit n fois, petit n ça peut être 10, 20, 50, 100, et je vais regarder le nombre de piles que je vais obtenir lorsque je répète cette expérience petit n fois. Donc je vais noter tout simplement grand S comme la somme des xi pour i allant de 1 à n. C'est-à-dire la variable aléatoire xi, c'est une variable aléatoire qui va prendre soit 0, soit 1. 0 si j'obtiens l'échec, et 1 si j'obtiens le succès qui est pile. Et je comptabilise. Alors si vous regardez, Sn, c'est une variable aléatoire qui va prendre des valeurs qui sont 0, 1, 2, 3, n. Pourquoi? C'est-à-dire, je peux avoir 0 succès. Quand je répète l'expérience n fois, comme je peux avoir un seul succès, 2 succès, ou bien n succès qui est le maximum. Maintenant, comment calculer la probabilité d'avoir un petit k succès? Donc la probabilité que la somme est égale à petit k, c'est-à-dire quand j'ai répété l'expérience n fois, la probabilité d'avoir petit k, où le k peut prendre des valeurs de 0 à n, c'est exactement la probabilité de tous les résultats de l'expérience, notre petit oméga, tel que la somme des xi est égale à petit k, c'est-à-dire vous avez dans la sommation K1 ou bien K succès. Alors, pour être clair, on peut donner tout simplement la formule finale qui est égale, c'est le nombre de combinaisons d'avoir petit k parmi n, donc ça c'est la notation anglophone, la notation, pardon, c'est la notation francophone c'est ck petit n, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. Une telle variable est appelée variable binomiale. Pour simplifier, et au lieu d'écrire tout simplement que x est une variable aléatoire binomiale de paramètres n, p, on note grand B comme binomial entre parenthèses n et p. Donc, une variable aléatoire binomiale est caractérisée par deux paramètres. Le premier paramètre, c'est petit n, c'est-à-dire le nombre de fois où l'expérience est répétée. Et petit p, c'est la probabilité d'avoir le succès. Voilà maintenant un exemple très simple dans lequel on va utiliser les lois binomiales. Alors je vais lire le texte, après je vais donner des explications. Nous avons des réacteurs d'avion, c'est-à-dire on a un avion qui contient des réacteurs pour
bien sûr décoller pour voyager. Et on suppose par exemple que la défaillance d'un moteur, c'est-à-dire un moteur, peut tomber en panne avec une probabilité de 1 moins petit p. Supposons que dans un avion, vous avez plusieurs réacteurs, vous avez plusieurs moteurs. Donc, les moteurs, c'est-à-dire la défaillance des moteurs ou des réacteurs est indépendante. C'est-à-dire, si un moteur tombe en panne, il ne va pas influencer sur l'autre. Donc, à ce moment-là, vous avez des variables aléatoires d'une manière très générale, ce qu'on appellera indépendance, des variables indépendantes. Maintenant, on va supposer que la moitié des réacteurs au moins doit fonctionner, va continuer sa trajectoire pour arriver à destination. Donc, la question qui se pose, pour quelle valeur de P les quadriréacteurs, c'est-à-dire ce sont les avions pour lesquels on a 4 moteurs, sont-ils préférables aux biréacteurs, c'est-à-dire pour les avions qui contiennent seulement 2 moteurs? Donc là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On va prendre 2 types d'avions. Un avion dans lequel on a 4 moteurs et un autre avion dans lequel on a 2 moteurs. On sait très bien, c'est-à-dire pour les 4 moteurs, pour le premier type d'avion, pour que l'avion continue sa trajectoire, sa destination, il faut qu'il y ait au moins 2 réacteurs qui doivent fonctionner, c'est-à-dire 2 ou 3 ou 4. Ça, c'est normal. Pour le deuxième type, pour que il continue sa trajectoire, sa destination, qu'il y ait au moins la moitié, et la moitié, c'est-à-dire 1 ou 2. Alors maintenant, pour l'avion qui contient 4 réacteurs, donc avant de donner la formule, on peut dire, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez une variable aléatoire, et pour cette variable aléatoire, donc si je prends le quadriréacteur, moteur, donc l'avion avec 4 moteurs, chaque moteur, on lui associe une variable aléatoire, c'est une sorte d'expérience aléatoire, soit que le moteur ne tombe pas en panne, c'est un succès, ou bien il va tomber en panne, c'est un échec. Et puisque vous avez 4 moteurs qui sont indépendants, c'est comme si vous répétez l'expérience 4 fois. Donc on peut associer ce type d'avion, ou cette expérience associée aux avions qui contiennent 4 moteurs, à une binomiale de paramètres petit n est égal à 4 et petit p, qui est la probabilité de succès, c'est-à-dire que le réacteur fonctionne. Si je travaille tout simplement avec les avions avec 2 moteurs, on a tout simplement binomial 2 petit p. 2, c'est tout simplement le nombre de moteurs que vous avez, puisque c'est comme si vous répétez l'expérience 2 fois. Maintenant, puisqu'on dit la moitié des réacteurs au moins doit fonctionner pour que l'avion continue, donc c'est la probabilité que grand X indice 4. Grand X indice 4, c'est tout simplement pour noter la loi binomiale de la variable aléatoire, la variable aléatoire de la loi binomiale 4p, supérieur ou égal à 2, et à ce moment-là, supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire la probabilité que x égale 2, plus la probabilité que x égale 3, plus la probabilité que x égale 4. Pour les biréacteurs, la probabilité que x supérieur ou égal à 1, donc là on est en face d'une loi binomiale 2 petit p.
Probabilité que x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire la probabilité que x égale 1 plus la probabilité que x égale 2. Maintenant, on va essayer de voir pour quelle valeur de P les avions à 4 moteurs sont préférables aux avions avec 2 moteurs. Donc il suffit tout simplement de comparer la probabilité que grand X4 supérieur ou égal à 2 avec la probabilité que X2 supérieur ou égal à 1. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver que petit p doit être supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire la probabilité pour qu'un moteur ne tombe pas en panne doit être supérieur ou égal à 0,66 ou bien tout simplement 2 sur 3. Voilà la réponse à la question à cet exemple, dans lequel on a utilisé deux lois binomiales avec une loi binomiale 4 petit p et une deuxième loi binomiale de type 2 petit p. Maintenant, une autre loi usuelle, classique, dont on est utilisée dans la pratique, c'est la loi de Poisson, ou bien on l'appelle la loi des événements rares. C'est-à-dire, je vais vous donner la formule mathématique et à partir, on va donner un exemple. On appelle variable aléatoire de Poisson le paramètre θ. Donc le paramètre θ est un paramètre qui est strictement positif. C'est une variable aléatoire qui va prendre ses valeurs dans n, c'est-à-dire elle peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 10, 100, 1000, etc. jusqu'à l'infini. Donc c'est une variable aléatoire qui est infinie dénombrable. Donc la probabilité que ma variable aléatoire prend la valeur petit k, c'est exactement exponentielle moins θ, θ à la puissance k sur factoriel k, et bien sûr avec factoriel 0 est égal à 1 par convention mathématique. La loi de Poisson de paramètre θ est notée souvent P comme Poisson et entre parenthèses θ. Voilà deux exemples aussi simples pour mieux comprendre la loi de Poisson. Admettons que le nombre d'erreurs par page du polycopié suive une loi de Poisson de paramètre n2, en moyenne, bien sûr. Supposons que vous avez tapé un polycopié et vous dites en moyenne, j'ai donc en moyenne le nombre d'erreurs par page en moyenne, c'est 1,5. Donc, c'est-à-dire en moyenne, sur 2 pages, je vais trouver une erreur. Mais puisque c'est aléatoire, alors il faut définir la loi associée. Donc, cette loi associée, c'est-à-dire on peut la simuler à une loi de Poisson de paramètre θ égale 1,5. Donc la probabilité que x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'il y ait au moins une erreur par page, que la probabilité de trouver soit une erreur, deux erreurs, etc., c'est 1 moins p de x égale 0, donc ça, je prends l'événement contraire, parce que p de x supérieur ou égal à 1, c'est exactement 1 moins p, la probabilité que x soit strictement inférieur à 1, et la seule valeur qui est strictement inférieure à 1, c'est la valeur 0. Donc ça c'est égal à 1, et je remplace p de x égale 0 par son expression en utilisant la loi de Poisson, avec θ égale 1,5 et petit k est égal à 0, et ça me donne 0,39. Donc ça veut dire que j'ai une probabilité de 0,39 qu'il y ait au moins une erreur par page. Il y a un deuxième exemple qui est beaucoup plus physique, c'est-à-dire relié à la radioactivité d'un certain produit. Le nombre de particules alpha émises par un gramme de matière radioactive suit une loi de Poisson 3,2. Alors, quelle est la probabilité pour qu'au plus de particules soient émises? Donc là, on s'intéresse au nombre de particules émises dans l'espace par un produit radioactif. Donc, au plus de particules, c'est-à-dire la probabilité que reste x inférieur ou égal à 2. X inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire c'est la probabilité qu'il y ait x égale 0, c'est-à-dire 0 particules émises.
x égale 1, ça veut dire une seule particule, ou bien x est égal à 2, deux particules. Donc si vous regardez, vous avez trois termes assommés. Le premier terme assommé correspond à la probabilité que x égale 0. Le deuxième terme assommé correspond à x égale 1 et le troisième terme correspond à x égale à 2 en utilisant la loi de Poisson avec θ égale 3,2. Et ça nous donne tout simplement 0,38. Voilà deux exemples très simples pour la loi de Poisson. Maintenant, il y a une troisième loi classique, usuelle, c'est ce qu'on appelle la variable aléatoire géométrique ou la loi géométrique, très utilisée dans la pratique. Ça concerne tout simplement quelle est la probabilité, la question qui se pose, quelle est la probabilité d'observer le succès à un certain rang. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je donne un exemple très simple concernant la pièce de monnaie. Supposons que vous avez une pièce de monnaie à lancer. Et la question qui se pose, quelle est la probabilité d'observer pile au 10e lancé? Donc, c'est-à-dire pile au 10e lancé, ça veut dire au premier lancé, j'observe face, deuxième lancé face, troisième, 9e lancé face, mais c'est au 10e lancé que j'obtiens pile. Donc, c'est-à-dire, c'est au 10e lancé que je vais avoir le succès qui m'intéresse. Donc, ça, c'est une variable aléatoire que je vais noter par t, tout simplement. La probabilité de t égale petit k, ça veut dire j'obtiens le premier succès au kème lancé ou bien kème rang. C'est-à-dire j'ai échec au premier, deuxième jusqu'à k-1, ce qui me donne 1 moins p à la puissance k-1. Et puisque j'obtiens un seul succès, le succès s'obtient avec la probabilité petit p. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la loi géométrique. La variable aléatoire associée à la loi géométrique, c'est une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans n étoiles, c'est-à-dire 1, 2 jusqu'à là. Donc c'est une variable aléatoire discrète, infinie, dénombrable. L'espérance, maintenant on va s'intéresser à l'espérance, ou bien c'est ce qu'on appellera souvent l'espérance mathématique. Donc je vais commencer par un exemple très simple concernant la moyenne arithmétique. Supposons que vous faites n observations et vous voulez chercher la moyenne de ces valeurs trouvées. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites la somme des valeurs observées divisé par petit n. Ça vous donne la moyenne arithmétique. Mais lorsque ici, on ne travaille pas souvent, donc c'est-à-dire ça, ce sont les observations, mais avant de passer aux observations, on est obligé de travailler avec une variable aléatoire. Si je prends donc une variable aléatoire avec une certaine valeur, donc l'espérance mathématique, ça va être la même chose, mais au lieu de travailler avec x1 plus x2 plus xn sur n, on va travailler avec les valeurs trouvées et les probabilités correspondantes. Maintenant, une définition, si je note que l'espérance de la valeur absolue de x est égale à ça, petit p, valeur absolue de x est finie, c'est ce qu'on appellera les variables aléatoires L1, c'est-à-dire qui sont L1 mesurables ou bien L1 intégrables. Alors à ce moment-là, si je travaille avec une variable aléatoire discrète, l'espérance mathématique, c'est exactement, je prends la valeur, donc on a les valeurs de la variable aléatoire, et chaque valeur multipliée sera multipliée par la probabilité correspondante, et on fera la somme de ces quantités, ça va nous donner l'espérance mathématique. Donc si on a une variable aléatoire qui est L1 intégrable,
c'est-à-dire l'espérance de la valeur absolue de x est finie, alors l'espérance mathématique, c'est tout simplement sigma xi fois p de xi, donc c'est une quantité qui est finie et qui existe.